Michel Bedbédé-Matibé vous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Victor Schœlcher, républicain, père de l'abolition de l'esclavage, mémorialiste. Le 2 décembre 1851, jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République depuis 3 ans, est l'auteur d'un coup d'État en préparation depuis plusieurs semaines. Sur les murs de Paris, des affiches ont été posées dans la nuit qui annoncent la dissolution de l'Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel et la mise en place de nouvelles institutions. La police et la troupe sont mobilisées pour empêcher toute manifestation. C'est la voie choisie par le prince-président pour devenir empereur et rejoindre son oncle dans la légende. Un comité de résistance composé de républicains est instantanément créé pour s'opposer à ce coup d'État et appelle la population parisienne à dresser des barricades. Parmi ses membres figurent notamment Victor Hugo et Victor Schœlcher, lequel, alors député, prend la tête des manifestants. C'est l'affrontement avec des échanges de coups de feu et les premiers morts. Schœlcher parvient à s'échapper, mais il est contraint d'entrer dans la clandestinité. Après 3 semaines passées dans un grenier où il est ravitaillé, il quitte Paris sous le déguisement d'un prêtre. Sa fuite rocambolesque va le mener à Dijon puis à Besançon, d'où il gagne la Suisse et Bruxelles, avant de rejoindre Londres, où il arrive fin janvier 1852. Il y séjournera jusqu'en 1870, un exil de 18 ans, pour lui comme pour Victor Hugo. Les 2 proscrits auront l'occasion d'échanger et de se rencontrer. Victor Schœlcher est né le 22 juillet 1804 à Paris. Son père, originaire de Fessenheim en Alsace, possède une manufacture de porcelaine et un magasin de faïence dans Paris. Et sa mère, née à Meaux, était marchand de lingère avant son mariage. Les parents se séparent après la naissance de leur 3e fils en 1806. Victor, second des 3 frères, dira de sa mère qu'elle était très pieuse et de haute vertu. Lui-même est baptisé à l'église Saint-Laurent. Mais sur son enfance et sa jeunesse, peu d'éléments sont connus. Il semble qu'il ait abandonné le cursus scolaire à l'âge de 15 ans après une année d'internat au lycée Louis-le-Grand. Dès l'adolescence, il fréquente les milieux artistiques et littéraires, ce qui lui permet de rencontrer George Sand et Hector Berlioz. Il s'intéresse aussi à des sociétés secrètes et à la franc-maçonnerie en fréquentant une loge où se retrouvent des étudiants. L'occasion d'échanges avec Auguste Blanqui, dont les idées et l'action révolutionnaire vont marquer le siècle. Il s'entend mal avec ses 2 frères, Marc-Antoine, son aîné de 8 ans, qui mènera une carrière militaire et sera le seul à avoir une descendance, ainsi que Jules le cadet, qui mourra à l'île de la Réunion à l'âge de 27 ans, après avoir échoué dans sa tentative de monter une affaire pour le commerce des faïences et des porcelaines importées de la manufacture familiale. Quand Victor est âgé de 24 ans, son père l'associe à la conduite de l'entreprise. Mais il meurt brutalement 4 ans plus tard, en 1832, lors d'une épidémie de choléra qui ravage Paris. Manifestement peu intéressé par ce métier et davantage attiré par le journalisme et le monde des arts, Victor Schœlcher revend la manufacture. Le capital perçu lors de cette opération, auquel s'ajoutera quelques années plus tard l'héritage reçu lors du décès de sa mère, va lui assurer de confortables revenus qui le dispenseront d'exercer une activité professionnelle. Les porcelaines à la marque Schœlcher et Fils n'auront pas encombré longtemps le marché parisien. De fait, le magasin servait davantage de lieu de rendez-vous pour ses amis de la presse. On venait discuter peinture, musique et littérature. On moquait l'action des députés ou des ministres. On ébauchait de petites conspirations sur le mode du badinage. En 1829,
Alors qu'il vient de rejoindre l'entreprise familiale, son père lui organise un voyage au Mexique, aux États-Unis et à Cuba avec l'objectif de développer le commerce de la manufacture. Victor embarque avec des caisses remplies des modèles de pièces et de services de porcelaine. Il s'agit de trouver et de convaincre de nouveaux clients. Ce premier séjour sur le continent américain provoque une prise de conscience, car c'est la découverte d'un système esclavagiste et d'une administration coloniale à l'exemple des Africains déportés aux Amériques, comme aussi de l'esprit de résistance manifesté par certains d'entre eux. Ce long périple détermine une nouvelle orientation dans la vie de Victor Schœlcher. Il envoie de longues lettres à la Revue de Paris qui publie la description des scènes vécues comme la vente d'esclaves aux enchères sur une place publique à Cuba. Il dénonce le trafic des nègres qui enrichit leurs auteurs. Dès 1833, il publie son premier ouvrage intitulé « De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale ». Sans préconiser la suppression immédiate et complète de l'esclavage, il imagine un projet d'émancipation progressive et énumère les principes fondamentaux qui reprennent pour l'essentiel les règles adoptées à cette époque par le Parlement britannique. En 1834, Victor Schœlcher, après avoir cédé l'entreprise familiale, peut largement vivre de ses rentes et s'adonner à son goût pour la fréquentation des milieux artistiques, pour l'acquisition des objets de collection ainsi que pour l'écriture. Grâce à son ami Ernest Le Gouvet, avec qui il entretiendra des relations épistolaires au cours de ses nombreux voyages dans le monde, il rencontre de nombreuses personnalités dans le salon de cet académicien fréquenté par des artistes, musiciens et gens de lettres comme Berlioz, Franz Liszt, Eugène Sue ou Georges Sand. Celui qui dit avoir hérité de son père le goût du beau et de sa mère la passion des collections mène une existence partagée entre la poursuite de la tradition bourgeoise et l'émergence d'une conscience politique née de la passion pour la liberté et la haine de l'injustice, comme de l'empathie pour les victimes de l'esclavage éprouvée au cours de ce périple où le commis-voyageur a viré à l'abolitionniste et l'aristocrate au démocrate. Jusqu'au Second Empire, Victor Schœlcher voyage dans de nombreux pays d'Europe et en Orient, notamment en Égypte et en Turquie. De chacune de ces expéditions, il rapporte des caisses de livres, de journaux et de revues, des documents, des œuvres d'art, des témoignages archéologiques, voire des ustensiles de la vie quotidienne. Lors de ses retours à Paris, il publie des études sur les pays traversés et sur la vie des populations côtoyées. Les lettres adressées régulièrement à son ami Le Gouvet décrivent les impressions de voyage destinées à la publication. Victor Schœlcher entreprend en 1840 un second voyage dans les Caraïbes et débarque en Martinique début juin. Grâce au contact établi avec un riche planteur, membre du conseil colonial de l'île, il est introduit auprès des propriétaires et connaît le reproche qui lui a été adressé d'avoir écrit un plaidoyer sur l'abolition et l'émancipation sans préciser les moyens d'y parvenir. Il veut mener une enquête dans les colonies des Caraïbes insulaires, notamment à Haïti, où l'esclavage a été aboli en 1793 après la révolte des esclaves de Saint-Domingue menée par Toussaint Louverture 2 ans auparavant. Il est reçu par des responsables civils et militaires. Il cherche à décrypter et à comprendre l'évolution des rapports sociaux dans l'île depuis la récente abolition officielle. C'est également l'occasion de comparer les politiques coloniales des pays européens, notamment de la France et de l'Angleterre, dans cette région des Caraïbes. L'analyse des différences constatées dans l'évolution de ces pays soumis à la colonisation le convainc de décider directement l'abolition de l'esclavage ainsi qu'il le proclame à son retour. Pour celui qui s'est libéré de la contrainte du travail et dont les revenus hérités le libèrent de la préoccupation financière, ce thème conduit désormais sa réflexion et son action. Il veut connaître la sociologie d'autres civilisations.
Il embarque pour l'Égypte en 1844 avant de gagner la Turquie puis la Grèce. Il souhaite étudier l'esclavage musulman et le comparer à celui des pays chrétiens dont il a eu l'exemple aux Amériques. À son retour en 1845, il publie un ouvrage sur le système de gouvernement égyptien dans lequel il qualifie Mehmet Ali, alors vice-roi, de négrier déguisé en civilisateur. Et il conclut que les esclaves des Antilles ou les Indiens d'Amérique sont plus avancés que les fellahs. Il est sévère sur la Grèce qui, dit-il, ne sait pas où elle va, et sur la Turquie de l'Empire ottoman dont les populations sont ignorantes et se haïssent entre elles. En septembre 1847, il embarque pour le Sénégal et séjourne jusqu'en mars 1948 dans l'Afrique de l'Ouest, notamment en Gambie, toujours dans cette perspective d'étude des civilisations. Son retour en France coïncide avec le renversement de la monarchie de Juillet. Sa rencontre avec le nouveau ministre de la Marine et des Colonies, François Arago, a lieu la veille de l'adoption du principe de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et le lendemain, 5 mars, il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies. Il va préparer le décret officialisant l'abolition qui est publié le 27 avril. Pour Victor Schœlcher, une nouvelle vie commence, dédiée à la réforme du régime colonial, sujet de ses réflexions et de ses écrits depuis des années, en s'appuyant sur les études menées dans de nombreux pays du monde, et ceci tout en cultivant sa passion de collectionneur et de musicologue. Le républicain, qui a regagné Paris après la chute du roi Louis-Philippe, intervenu alors qu'il arpentait le Sénégal, quitte le gouvernement en même temps que les républicains radicaux en mai 1948 et veut devenir parlementaire. Après un échec à Paris contre Lamartine, il est élu quelques semaines plus tard député de la Martinique. Outre la promulgation des textes sur l'abolition de l'esclavage, il milite pour une autre abolition, celle relative à la peine de mort. Son action suscite de nombreuses réactions et des critiques, d'autant que l'application du fameux décret reste soumise à l'approbation des pouvoirs en place et varie selon l'interprétation des responsables locaux. Dans les différentes régions concernées, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et Sénégal, ce sont 250 000 esclaves qui ont été libérés. Le 2 décembre 1851 intervient le coup d'État. L'armée et la police qui ont été mobilisées font face aux militants républicains désarmés. La propagande de Louis-Napoléon Bonaparte a annoncé le rétablissement du suffrage universel, mesure particulièrement populaire. Schœlcher est contraint de fuir, d'autant qu'il est l'objet d'un décret d'expulsion du territoire au même titre que Victor Hugo. Il va retrouver à Londres de nombreux républicains également proscrits. L'exil va se prolonger jusqu'en 1870, après la chute du régime impérial. Il doit s'efforcer de rompre la solitude imposée et de rechercher de nouveaux centres d'intérêt. En dehors de son implication dans le cercle des exilés londoniens, il a recours à sa plume pour mobiliser ses partisans. Il rédige ainsi une Histoire des crimes du 2 décembre, en même temps que Hugo publie ses fameux châtiments. Les deux hommes vont correspondre régulièrement au cours de ces années, puisqu'il leur faudra attendre la défaite de Sedan pour regagner la France. Schœlcher aura refusé de solliciter l'autorisation de revenir au pays en disant « Je préfère la noble douleur de l'exil à la honteuse torture du remords ». Il aura dû renoncer à entreprendre les voyages prévus vers l'Inde et la Chine, car il refuse de demander un passeport à l'ambassade de France. Il n'effectue qu'un court déplacement en Hollande. Sa maison londonienne devient un lieu de réunion pour les proscrits et une escale obligatoire pour les messagers des républicains. Ainsi partage-t-il son temps entre son travail d'écriture le matin et l'accueil des visiteurs l'après-midi. À son retour en France en août 1870, Victor Schœlcher retrouve son domicile parisien, à nouveau relais d'information et de publication en provenance des Caraïbes, des États-Unis
et de Grande-Bretagne. Il conserve son appartement londonien où il a accumulé une prestigieuse collection d'estampes, de pièces sculptées et de manuscrits musicaux, notamment les œuvres du compositeur Georg Friedrich Händel, dont il est devenu un fervent admirateur. Il est nommé colonel d'état-major de la garde nationale, chargé de la formation et de l'entraînement des hommes. Il est élu représentant du peuple pour la Martinique en avril 71. Il retrouve régulièrement Hugo, Louis Blanc et Edgar Quinet pour des repas républicains. Il publie des brochures d'instruction républicaine avec de nouvelles analyses sur le coup d'État de décembre 51. Il échoue à nouveau à faire adopter par le Sénat sa proposition d'abolition de la peine de mort. Et les quartiers pénitentiaires sont l'objet de publications par l'humaniste attentif à dénoncer la sévérité excessive des punitions infligées aux coupables. Ainsi fustige-t-il les bagnes de Guyenne et de Nouvelle-Calédonie. Il s'investit également dans le débat aboutissant à la restauration de l'enseignement primaire gratuit. L'anticléricalisme est une constante chez Schœlcher. Dans les années 1840, ses critiques répétées visent le clergé colonial. Il oppose ainsi le clergé catholique français au clergé protestant anglais et l'approbation par l'opinion catholique du coup d'État renforce ses convictions au même titre que Victor Hugo ou Ernest Renan. Il s'engage aussi en faveur du droit des femmes, critiquant d'abord leur exclusion du suffrage universel en 1848 et réclamant l'affranchissement d'une servitude subie au même titre que le prolétaire ou le noir. Il écrit ainsi qu'un régime ne peut se perpétuer s'il mobilise des femmes contre lui. Et plus tard, en 1875, il préside le Congrès pour l'amélioration du sort des femmes. Son ardeur compassionnelle vise aussi les enfants et il dépose une loi destinée à faire évoluer la recherche en paternité quand, jusque-là, cette démarche ne pouvait être entreprise que par l'enfant après sa majorité. En décembre 1875, Victor Schœlcher est élu sénateur inamovible. À cette époque de l'extension coloniale en Indochine et en Afrique, il insiste sur la nécessité d'une politique d'assimilation en associant liberté, suffrage universel et régime républicain. Il rappelle que le débat instauré lors de l'abolition de l'esclavage reposait sur une alternative simple, ou bien l'assimilation du régime colonial à celui de la France, ou bien la centralisation avec une réduction maximale des droits des populations. Et il milite pour la représentation des colonies au Parlement. Cette politique, qu'il qualifie de grand mouvement réparateur, est également le moyen de propager la civilisation et de procurer un débouché pour les produits de notre industrie sur un marché de 200 millions de consommateurs. L'économiste rejoint l'humaniste. Le parlementaire, attentif aux débats qui agitent le pays, va poursuivre la publication d'ouvrages sur ce thème. Et en 1889, il sort une biographie de Toussaint Louverture, ce Français descendant d'esclaves, devenu une grande figure de l'émancipation des Noirs, abolitionniste et anticolonialiste, mort en captivité dans une citadelle du Jura en 1803. À partir de 1892, il ne quitte plus son domicile de Houille, près de Paris, car il est trop fatigué pour se rendre au Sénat. Il s'éteint le 25 décembre 1893 à l'âge de 84 ans, quelques jours après avoir reçu une délégation de 40 personnes venues lui rendre hommage, en témoignage de la reconnaissance publique due à celui dont la longue vie a été consacrée à la conquête de la liberté et à la défense du droit, comme cela est gravé sur la plaque en bronze qui lui est remise. Ainsi disparaît cet homme, dont la personnalité comporte de multiples facettes. Grand bourgeois, dandy, autodidacte, critique d'art, musicologue,
Collectionneur averti, il fut surtout un républicain aux convictions affirmées, militant des droits de l'homme, abolitionniste de l'esclavage et de la peine de mort. Franc-maçon, anticlérical notoire, il fut un observateur critique de son siècle, ainsi qu'en témoignent les innombrables articles et publications sur les sujets les plus divers, où la dénonciation des situations constatées côtoie les propositions pour un monde meilleur. Très discret sur sa vie intime, le célibataire qui ne s'est jamais marié était apprécié des femmes sensibles à sa courtoisie, à une galanterie quelque peu surannée. N'ayant pas d'héritier, il lègue de son vivant une énorme quantité de livres, de journaux, de documents, d'objets d'art accumulés au long de son existence. Ces dons adressés à des bibliothèques, à des musées, aux conservateurs de musique, ainsi qu'à de nombreux organismes, en France comme dans l'outre-mer, ont à chaque fois fait l'objet de sa part d'un document explicatif précis sur les raisons et les conditions de ce legs. La Bibliothèque nationale, le Musée de l'Homme, l'École des Beaux-Arts, le Musée des Antiquités nationales ont notamment été richement dotés. C'est le 20 mai 1949 que la dépouille de Victor Schœlcher a été transférée au Panthéon. Un hommage mérité pour celui qui repose désormais parmi les justes de France. Radio CHU, c'est ta radio.